12 février 2016. Souvenez-vous de cette date, car c'est précisément elle qui deviendra le point de départ de l'une des histoires criminelles les plus déroutantes d'Australie méridionale de ces dernières années. Ce jour-là, dans une banlieue tranquille d'Adélaïde, rue Greenwood, s'est produit ce que les habitants locaux appelleront plus tard la disparition impossible. Tout s'est passé en plein jour, sous les yeux de dizaines de voisins, mais aucun d'entre eux n'a remarqué quoi que ce soit d'inhabituel. La maison numéro 24 ne différait en rien des autres dans la rue. Un cottage ordinaire de 2 étages, une pelouse bien entretenue devant l'entrée, un garage pour 2 voitures. Selon les voisins, c'était un quartier calme où tout le monde se connaissait. C'est précisément là, exactement à 15h17, qu'est entrée Jessica Harper, 8 ans, habitante de la maison numéro 24, revenant de l'école Mount Banks après les cours. Lorsque les parents de Jessica, Sarah et Michael Harper sont entrés dans la maison 3h30 plus tard, à 18h46, ils ont découvert que Jessica n'était pas là. À première vue, il semblait que la fillette était simplement sortie un moment chez les voisins ou se promenait. Mais il est vite apparu que l'affaire était bien plus compliquée. Jessica avait disparu sans laisser de traces, comme si elle s'était volatilisée. Au cours des 9 années suivantes, la police d'Adélaïde a recueilli des centaines de témoignages et de dépositions, mais aucun n'a permis de percer le mystère de ce jour-là. Les enquêteurs ont minutieusement reconstitué la chronologie des événements. À 15h17, la caméra de sécurité d'une maison voisine, installée pour surveiller l'allée, a enregistré le moment où Jessica est rentrée de l'école. Sur l'enregistrement, on voit clairement l'enfant entrer à l'intérieur, entr'ouvrant la porte d'entrée blanche et disparaissant derrière elle. À partir de ce moment, la vidéosurveillance devient inutile. Personne n'est sorti ni entré dans la maison jusqu'à l'arrivée des parents. À 18h46, les parents sont rentrés du travail, ont ouvert la porte d'entrée et ont immédiatement senti que quelque chose n'allait pas. Jessica était introuvable. Plus tard, en décrivant ces minutes à la police, ils ont avoué qu'au début, ils n'avaient pas ressenti d'inquiétude. Les cas où leur fille s'attardait chez les voisins n'étaient pas rares. Cependant, après quelques minutes de recherche à l'intérieur de la maison et de vérification des cours voisines, il est devenu clair que la situation était grave. Les parents ont appelé la police à 19h02. Les détectives arrivés sur les lieux ont rapidement évalué la situation. Extérieurement, la maison était tout à fait ordinaire. Toutes les portes et fenêtres restaient fermées et verrouillées de l'intérieur. Il n'y avait aucune trace de lutte ou de tentative d'effraction. La maison était en ordre. Dans la cuisine se trouvait le sac à dos d'école de Jessica. À côté, un verre de lait à moitié vide. Il semblait qu'elle avait simplement interrompu son activité habituelle de l'après-midi, laissant ses affaires sur la table. L'enquête s'est accrochée à l'enregistrement vidéo des voisins. Les policiers ont visionné tous les enregistrements de la période allant de 15h à 19h à plusieurs reprises. Aucune sortie de la maison n'a été enregistrée. Même la porte arrière de la maison, donnant sur la cour, est restée intacte. La cour était surveillée par 2 autres caméras de voisins. Il s'est avéré qu'il était impossible d'isoler le moment de la disparition. Jessica est entrée à l'intérieur, mais n'est ressortie par aucune des portes ou fenêtres. C'est alors que la police a commencé à élaborer les premières hypothèses et à rechercher d'éventuels témoins. Les enquêteurs ne pouvaient ignorer les étrangetés. 2 personnes ont particulièrement attiré l'attention des policiers dans les premières 24 heures suivant la disparition de Jessica. Le premier était le voisin d'en face, Glenn Carter, un homme solitaire qui réparait ce jour-là le toit de son propre garage. Les voisins l'ont immédiatement désigné. L'homme ne jouissait pas d'un grand respect dans le quartier. Il vivait en ermite, ne communiquant presque avec personne. Aux enquêteurs, il a confirmé avoir vu Jessica rentrer chez elle, mais il n'aurait rien remarqué de suspect. Lors de la perquisition de sa maison,
Rien de suspect n'a été trouvé non plus, mais les voisins continuaient de le considérer comme un homme étrange. Le deuxième suspect est apparu presque immédiatement. Il s'agissait du professeur d'éducation physique de l'école Mount Banks, Andrew Turner, la dernière personne à avoir vu Jessica dans la cour de l'école. L'enseignant a confirmé qu'il accompagnait les élèves jusqu'au portail de l'école et que la dernière à avoir quitté les lieux était précisément Jessica. Il a été vérifié immédiatement. Andrew n'avait pas de casier judiciaire, n'avait pas été remarqué pour un comportement suspect auparavant. Cependant, les policiers ont noté qu'il s'était embrouillé à plusieurs reprises dans ses dépositions en décrivant les événements de ce jour-là. Néanmoins, aucune preuve sérieuse de son implication dans l'affaire n'a été trouvée ici non plus. Dès les premières 24 heures de l'enquête, une fausse piste est apparue, ajoutant encore plus de confusion à l'investigation. Le voisin de la maison numéro 26, le retraité Stephen Walsh, a déclaré aux policiers qu'il avait entendu un bref cri vers 16 heures, provenant selon lui précisément de la maison des Harper. Les enquêteurs ont immédiatement vérifié cette version, mais aucun autre témoin n'a confirmé les dires de l'homme. Walsh lui-même était connu pour être excessivement passionné par les séries policières et ce n'était pas la première fois qu'il fournissait des informations non fiables à la police. Néanmoins, sa déposition a été consignée au procès-verbal. Le soir du lendemain, la police a décidé de faire appel à des chiens de service, capables de détecter même la trace la plus infime. Un berger allemand, ayant déjà participé à plusieurs reprises à la recherche de personnes disparues, a d'abord flairé avec assurance l'odeur de Jessica près de la porte d'entrée. La piste a conduit le chien à l'intérieur de la maison, directement vers un petit débarras près de l'escalier. Là, l'animal s'est arrêté brusquement, comme s'il se heurtait à un mur invisible. Le chien était clairement nerveux et refusait d'avancer. Les policiers ont immédiatement ouvert le débarras, mais il n'y avait personne à l'intérieur. Dans le débarras se trouvaient seulement de vieilles affaires, des cartons et quelques pots de peinture. Après cet incident, l'enquête s'est définitivement enlisée dans l'incertitude et les contradictions. Il semblait que le mystère de la disparition de Jessica Harper n'avait pas d'explication rationnelle. Et pendant les 9 années suivantes, cette enquête deviendrait, étape par étape, de plus en plus étrange et déroutante. Dans cette affaire, comme il s'est avéré, il n'y avait pas de coïncidence fortuite. Mais les détectives ne comprenaient pas encore pourquoi le voisin d'en face, ce même Glenn Carter si renfermé, s'était si soudainement retrouvé au centre de l'attention. Bientôt, la police a découvert de nouvelles étrangetés qui ont jeté une ombre de doute sur l'explication qui semblait simple. Les détectives sont retournés chez Carter après l'incident avec le chien, qui s'était obstinément arrêté devant le débarras vide de la maison des Harper. À première vue, la maison voisine semblait banale. Meubles ordinaires, vieux journaux sur la table, tasses de thé refroidies. Mais une pièce a immédiatement attiré l'attention des enquêteurs. La chambre à coucher avait un aspect très différent de ce que l'on pouvait attendre d'un homme célibataire d'âge moyen. La majeure partie de l'espace libre était occupée par un énorme congélateur industriel. Les détectives ont immédiatement vérifié l'historique de son achat et ont découvert que Carter avait acquis cet appareil environ 5 mois avant la disparition de Jessica, en septembre 2015. Ce fait ne cadrait pas avec la logique habituelle. L'homme n'avait pas d'entreprise liée à l'alimentation, il ne pratiquait ni la chasse ni la pêche et n'avait jamais commandé de grandes quantités de produits. Alors, pourquoi aurait-il eu besoin d'un tel appareil ? Ce congélateur a poussé les détectives à regarder le voisin différemment, non pas comme un témoin fortuit, mais comme quelqu'un qui, peut-être, cachait quelque chose. L'enquête a commencé, étape par étape, à reconstituer le déroulement de la journée où Jessica a disparu. Carter insistait sur le fait qu'il était occupé à réparer le toit de son propre garage et qu'il rangeait régulièrement ses outils dans la remise. Selon ses dires, il était resté visible pratiquement toute la journée
et n'importe qui pouvait le confirmer. Effectivement, la caméra de surveillance a enregistré que le voisin apparaissait souvent dans le champ, se déplaçant entre le garage et la remise. Mais la caméra ne captait pas tout. Il n'y avait tout simplement aucune confirmation directe de ses dires concernant sa présence continue et visible. Les experts légistes ont décidé de se tourner vers d'autres sources d'informations. Parmi les objets saisis pour vérification se trouvait un bracelet connecté appartenant au suspect. L'analyse a révélé un fait inattendu. L'appareil n'a enregistré aucune pulsation pendant la période de 15h20 à 16h05. C'est précisément pendant ces 45 minutes où, comme on l'a découvert plus tard, les événements clés se sont produits, que le bracelet est resté immobile sur une étagère, ce qui a été confirmé par les techniciens eux-mêmes. Carter a expliqué cela par simple commodité. Il aurait retiré le bracelet pendant son travail pour qu'il ne le gêne pas. Ces justifications semblaient plausibles, mais il s'est avéré impossible de vérifier leur véracité. Les policiers comprenaient. Cet alibi était trop peu fiable pour y croire simplement. Les détectives ont de nouveau vérifié toutes les caméras disponibles dans le quartier, essayant de confirmer ou d'infirmer les déclarations de Carter. Cependant, l'image obtenue était incomplète. D'un côté, il apparaissait effectivement dans le champ, mais de l'autre, ses déplacements étaient fragmentaires et incohérents. Les intervalles entre les apparitions de l'homme permettaient tout à fait de faire quelque chose discrètement, à l'abri des regards indiscrets. Les 45 minutes cruciales restaient vides, invérifiables. Pendant ce temps, le voisin aurait très bien pu se trouver n'importe où. L'indice suivant semblait donner une chance à l'enquête de se rapprocher de la solution. Lors de la perquisition de la chambre, les experts légistes ont examiné minutieusement le congélateur et ont découvert un cheveu sur sa surface extérieure. Les preuves ont été immédiatement envoyées pour expertise, pensant qu'elles pourraient constituer une preuve décisive contre Carter. Cependant, l'analyse en laboratoire a montré que le cheveu trouvé ne correspondait pas à l'ADN de Jessica. De plus, les experts ont établi que l'échantillon appartenait à une personne complètement différente, dont l'identité était inconnue de la police et n'apparaissait dans aucune affaire en Australie. Cette découverte a de nouveau conduit les enquêteurs dans une impasse. Ce qui semblait être un indice important s'est à nouveau transformé en un fil ténu menant l'enquête nulle part. À peine 2 jours après que la police a commencé à lui manifester un intérêt accru, Glenn Carter a mis sa maison en vente, à la surprise générale. La transaction a été conclue en quelques heures. L'homme a rassemblé ses affaires à la hâte et a déménagé en Nouvelle-Galles du Sud, à des centaines de kilomètres d'Adélaïde. Lorsque les détectives l'ont appris, ils ont tenté de le suivre grâce aux caméras routières et ont rapidement découvert une autre étrangeté. La voiture enregistrée par les radars était complètement différente. Carter avait quitté la ville non pas dans sa propre voiture, mais dans un véhicule inconnu de la police, enregistré au nom d'un autre propriétaire. Cette fuite n'était pas seulement suspecte, elle était étrange et inquiétante, comme si l'homme essayait d'échapper au regard et de cacher des détails importants. Cependant, l'étrange fuite de Carter n'a pas rapproché la police de la résolution du mystère de la disparition de Jessica. Au contraire, elle a poussé les enquêteurs à porter leur attention sur ce qu'ils avaient évité jusqu'alors. Les parents de Jessica eux-mêmes, son entourage immédiat et la maison, qui semblait désormais beaucoup moins sûre qu'auparavant. À partir de ce moment, l'enquête a pris une autre tournure. Les policiers ont commencé à s'intéresser à la famille Harper elle-même. La maison, jusque-là considérée par les détectives uniquement comme le lieu de l'incident, est devenue un objet d'intérêt profond. Tout ne s'est pas avéré aussi transparent et compréhensible qu'il y paraissait au premier abord. Au cours de la vérification de la situation financière de la famille Harper, une information a émergé qui a immédiatement poussé les détectives à mettre de côté les autres pistes et à examiner de plus près la figure du père de Jessica, Michael. Il s'est avéré que seulement 3 semaines avant ce jour fatidique, l'homme avait secrètement augmenté le montant de l'assurance au nom de Jessica à $1 demi-million australiens, une somme sans précédent
pour une famille ordinaire. Une telle démarche n'était typique ni du budget familial des Harper, ni de leur comportement habituel. Les détectives ont immédiatement noté que cet ajustement n'avait aucunement été déclaré à la mère Sarah Harper. Les demandes officielles ont montré que Sarah ne soupçonnait même pas une telle décision de son mari, n'apprenant tout que lorsque les enquêteurs ont commencé à poser des questions. Le fait que Michael ait délibérément caché le changement de la police d'assurance à son épouse est devenu le premier signal d'alarme. Cela a amené la police à se demander si le gain financier aurait pu être un facteur dans cette histoire. Les enquêteurs ont immédiatement commencé à vérifier Michael et son entourage, examinant minutieusement les comptes bancaires, les historiques de crédit et les éventuelles dettes de la famille. Bientôt, les détectives ont découvert un autre fait qui a renforcé les soupçons. La nuit précédant la disparition de Jessica, vers 23h40, les voisins ont clairement entendu un violent conflit provenant de la maison des Harper. Les voix appartenaient à un homme et une femme, vraisemblablement Michael et Sarah. Les témoins ont décrit l'altercation comme très émotionnelle, bien qu'ils n'aient pas pu distinguer les mots. Cependant, lorsque la police a interrogé officiellement le couple, ils ont catégoriquement nié l'existence d'un conflit. Selon leur version, la soirée s'était déroulée calmement et ils s'étaient tous deux couchés vers 10h du soir, sans aucun incident. Les divergences entre les dépositions du couple et celles des voisins ont de nouveau mis en doute la sincérité des parents. Les détectives ont dû admettre que la vie de famille des Harper était bien plus compliquée qu'il n'y paraissait au début. Dans la nuit du 11 février, la veille de la disparition de Jessica, les voisins ont clairement enregistré une dispute à l'intérieur de la maison. Le lendemain, Michael et Sarah ont nié toute situation conflictuelle. Cette divergence flagrante dans les témoignages a conduit les détectives à s'interroger sur des motifs cachés. Les vérifications sur le lieu de travail et parmi les amis de la famille n'ont pas non plus apporté de clarté. Les parents et les proches décrivèrent la famille comme tout à fait heureuse, sans signes évidents de problèmes graves ou de conflits. Cependant, l'enquête disposait déjà du fait de la manœuvre financière cachée avec l'assurance, qui permettait de supposer autre chose. Les détectives ont décidé de se concentrer à nouveau sur Michael, étudiant attentivement chaque détail le concernant et ses possibles motivations. Dans cette situation, l'un des enquêteurs principaux, l'inspecteur Adams, a avancé une nouvelle version des faits, la considérant comme la plus probable. Il a supposé que le mobile possible des événements pouvait être lié précisément à l'argent et à un accident. L'inspecteur a commencé à vérifier les scénarios possibles dans lesquels Jessica aurait pu être accidentellement blessée à la maison en l'absence de ses parents. Selon l'hypothèse d'Adams, le père aurait pu tenter de dissimuler les circonstances de l'incident, espérant par la suite toucher les indemnités d'assurance. Cette version était commode et compréhensible, surtout compte tenu du comportement étrange de Michael avec la police d'assurance et de son déni de la dispute nocturne. Cependant, l'inspection de la maison n'a pas confirmé cette version. Les experts légistes n'ont trouvé absolument aucune trace physique confirmant la possibilité d'un accident à l'intérieur de la maison. Toutes les pièces ont été minutieusement inspectées, les sols et les murs examinés à la recherche de tout signe pouvant indiquer un accident. Rien de tel n'a été trouvé, et la version de l'inspecteur Adams a progressivement perdu de sa crédibilité, bien que l'enquête ne l'ait pas complètement écartée. Il semblait que la situation était à nouveau dans une impasse. Cependant, juste à ce moment, alors que l'attention de la police était entièrement focalisée sur la famille, l'affaire a soudainement pris une tournure complètement nouvelle. La compagnie d'assurance, à laquelle la police avait adressé des demandes pour clarifier les circonstances de la conclusion du contrat, a soudainement révélé un fait inattendu. L'augmentation du montant de l'assurance au nom de Jessica n'avait pas été initiée depuis l'ordinateur personnel des Harper, mais depuis une adresse IP enregistrée à l'école Mount Banks, où Jessica étudiait. La nouvelle a fait l'effet d'une bombe dans l'enquête. Quelqu'un parmi le personnel de l'école, enseignant, administrateur ou autre employé,
était lié à la modification de la police d'assurance. Michael Harper a affirmé avec assurance aux enquêteurs qu'il n'avait jamais utilisé les ordinateurs de l'école et n'aurait pas pu initier ce changement depuis là-bas. Sarah a confirmé ses propos, notant qu'elle n'avait jamais entendu parler de telles manipulations. Désormais, l'enquête a dû radicalement changer de focus. La famille, qui venait de se retrouver au centre des soupçons, est progressivement passée au second plan. Un employé de l'école est apparu dans le viseur de la police. Une personne qui aurait pu avoir un accès discret aux ordinateurs et aux documents. Une personne qui avait jusqu'alors échappé à l'attention. À partir de ce moment, l'enquête est entrée dans une nouvelle phase encore plus complexe. Il semblait que l'affaire Jessica Harper était définitivement embourbée dans les contradictions et la confusion, devenant une autre affaire classée sans suite dans les archives de la police australienne. Mais en 2022, un événement s'est produit qui a complètement changé l'orientation de l'enquête. Une découverte inattendue dans un endroit où personne ne la cherchait a de nouveau forcé les détectives à revoir les anciennes conclusions et à examiner les éléments avec un regard neuf. Début mars 2022, 6 ans après ce jour funeste dans la banlieue d'Adélaïde, le bénévole chercheur Jason Miller a découvert 2 boutons de l'uniforme scolaire de Jessica dans un petit ravin près de la route de Tarndie. Cette zone se trouvait à près de 40 km de la maison de la famille Harper, et la police ne l'avait jamais sérieusement considéré auparavant comme un lieu potentiel de découvertes importantes. Les experts légistes se sont immédiatement rendus sur les lieux et ont confirmé l'authenticité des boutons. Leur marquage unique correspondait parfaitement à l'uniforme que portait Jessica à l'école Mount Banks. De plus, les boutons présentaient des dommages caractéristiques. Ils n'étaient pas arrachés, mais bien cassés, ce qui témoignait d'une possible action physique. Cependant, le fait le plus étonnant pour les spécialistes fut l'état du tissu autour des boutons. L'expertise a montré que le tissu ne présentait absolument aucun signe de séjour prolongé à l'air libre, ni dommages dus à la pluie et au soleil, ni traces de moisissure ou de décomposition des fibres. Cette découverte a surpris même les criminalistes les plus expérimentés. Des objets ayant passé 6 ans à ciel ouvert ne pouvaient pas rester dans un tel état. Les spécialistes ont examiné attentivement le lieu de découverte des indices. Le ravin se trouvait sur un tronçon isolé de la route de Tarndie, entouré de buissons épais et rarement fréquentés, même par les habitants locaux. Le bénévole qui a découvert les boutons a raconté aux enquêteurs qu'il les avait remarqués par hasard, en s'arrêtant près de la route pour une courte pause lors de la recherche d'une toute autre personne disparue. Lors d'un examen plus approfondi, l'équipe d'enquête a constaté qu'aucun autre objet personnel, ni trace de chaussures, n'avait été trouvé autour des boutons, ce qui a immédiatement soulevé des questions sur leur origine et l'authenticité de la scène. Les indices semblaient avoir été laissés là spécifiquement, intentionnellement. Les policiers ont immédiatement élargi le périmètre de recherche dans l'intention de vérifier toutes les traces possibles sur le territoire adjacent. Sur fond de ces découvertes, un sérieux conflit d'opinion est apparu parmi les experts légistes. Une partie des spécialistes affirmait avec assurance que les boutons avaient été placés intentionnellement dans le ravin, dans le but de détourner l'enquête de la bonne voie. Leur argument principal était l'état étonnamment intact du tissu, en contradiction évidente avec les conditions locales. Ils insistaient sur le fait qu'un fragment de vêtement aussi propre et intact n'aurait pas pu rester là pendant des années sans être remarqué. Cependant, un autre groupe d'experts a avancé un point de vue opposé. Ils estimaient que les boutons pouvaient faire partie de la scène de crime initiale. Selon cette version, les objets auraient pu se trouver auparavant dans un lieu clos ou une voiture avant d'être jetés ou perdus à cet endroit. Cela expliquerait la conservation du tissu, car la chute dans le ravin aurait pu se produire bien plus tard que prévu initialement. Les policiers comprenaient que toute la suite de l'enquête dépendait de l'interprétation correcte de ce fait. Il a donc été décidé de mener des recherches à grande échelle dans la zone du ravin. Pendant plusieurs semaines, la police a procédé à des fouilles minutieuses et à l'inspection de toute la zone environnante.
Des unités spéciales dotées d'équipements pour la recherche de sépultures cachées sont arrivées sur place et ont méticuleusement examiné chaque centimètre carré du terrain. Mais le résultat de cette opération intensive a été l'absence totale de nouvelles découvertes. Aucun vêtement, objet personnel ou autre preuve susceptible de confirmer un lien entre le lieu et Jessica n'a été trouvé. Il est devenu évident que le ravin s'était avéré être une autre fausse piste, malgré la découverte prometteuse des boutons. Les enquêteurs n'avaient de nouveau rien d'autre que des contradictions étranges et incompréhensibles. L'enquête était à nouveau au point mort, menaçant de redevenir une affaire classée sans suite. Cependant, exactement une semaine après les recherches infructueuses dans le ravin, les détectives ont reçu des informations de la petite ville de Murray Bridge, située à environ 80 km du lieu de découverte des boutons. Là, la police locale avait accidentellement arrêté un homme pour détention illégale d'armes. Lors de la perquisition de sa maison privée, les forces de l'ordre ont découvert des fragments d'ossements humains dans l'arrière-cour, sous une dalle de béton. La découverte a immédiatement fait l'objet d'une attention particulière de toutes les unités de police d'Australie méridionale. La police de Murray Bridge était au courant de l'affaire retentissante d'Adélaïde et a immédiatement transmis l'information à ses collègues. Le suspect arrêté n'avait jamais figuré dans l'affaire Jessica Harper et était totalement inconnu des enquêteurs travaillant sur sa disparition. Cependant, le lieu, la nature de la découverte et les circonstances ont poussé l'équipe d'enquête d'Adélaïde à se rendre immédiatement à Murray Bridge. Avec la découverte de restes humains à Murray Bridge, la police est revenue sur l'affaire Jessica Harper. Le dossier, resté pratiquement inactif pendant plusieurs années, s'est retrouvé à nouveau sur le bureau de l'inspecteur principal. Il semblait qu'une véritable piste était apparue dans cette histoire complexe, capable enfin de rapprocher la police de la résolution des événements de février 2016. L'analyse ADN, achevée le 26 mai 2025, a finalement confirmé ce que la police et les proches de Jessica Harper craignaient depuis si longtemps. Les restes, découverts sous la dalle de béton dans la cour de la maison de Murray Bridge, appartenaient sans aucun doute à Jessica. La longue période d'incertitude a pris fin, mais au lieu du soulagement, de nouvelles questions sont apparues, encore plus lourdes et désagréables. Pendant tout ce temps, la clé de l'énigme se trouvait bien plus près que ce que l'on voulait croire. La maison de Murray Bridge, où la terrible découverte a eu lieu, s'est avérée être la propriété d'une personne bien connue de l'enquête. La vérification des documents a montré que le propriétaire n'était autre que le voisin des Harper de la banlieue d'Adélaïde, ce même Glenn Carter. L'homme que la police recherchait sans succès après son départ soudain près de 10 ans auparavant, avait réussi à changer de nom et à se fondre pratiquement dans son nouveau lieu de résidence. Maintenant, toutes les pièces du puzzle commençaient à s'assembler. L'enquête a procédé à une autre vérification minutieuse, examinant les biens et propriétés du suspect. La découverte la plus significative a été faite dans le congélateur industriel que Carter avait emporté de sa maison le 14 février 2016, à peine 2 jours après la disparition de Jessica. Les experts légistes ont découvert des traces microscopiques de sang sur la surface intérieure de la chambre du congélateur. L'expertise n'a laissé aucun doute. Elle correspondait parfaitement au profil de Jessica Harper. Les informations obtenues des opérateurs de téléphonie mobile se sont révélées tout aussi convaincantes. Une analyse détaillée a montré que le 12 février 2016, le téléphone du suspect a été éteint pendant exactement 51 minutes. Cette période coïncidait parfaitement avec l'intervalle entre le moment où Jessica est entrée dans la maison et celui où sa mère a appelé la police. Tout s'assemblait en une chaîne de preuves solides qu'il était impossible de réfuter. Malgré l'évidence des preuves rassemblées, la police s'est heurtée à un problème inattendu. Le mobile restait indéterminé. Carter est resté silencieux lors de tous les interrogatoires, ne montrant aucune émotion et ne donnant à l'enquête aucune possibilité de comprendre ses intentions. Au cours de l'expertise psychiatrique, il a été révélé que l'homme souffrait d'un trouble de la personnalité antisociale. Les experts psychiatres
ont particulièrement souligné sa tendance pathologique à vouloir contrôler les situations et les personnes environnantes. Un tel comportement s'accompagne souvent de la collection de ce que l'on appelle des situations contrôlées, où la personne manipule tous les aspects de ce qui se passe, ressentant de ce fait sa supériorité. Mais une réponse directe à la question « pourquoi ?» n'a jamais été donnée. Carter s'est révélé bien plus calculateur et prévoyant que ne le supposaient les enquêteurs. Après son arrestation, des détails de manipulation soigneusement élaborés ont été révélés, lui permettant d'induire la police en erreur pendant des années. Il a été découvert que peu de temps avant de vendre sa maison à Adélaïde, Carter avait effectué une rénovation majeure des murs intérieurs, masquant et cachant complètement le débarras qui avait tant intéressé le chien de service dans les premiers jours des recherches. De plus, il avait coulé les fondations en béton, détruisant toute trace physique et toute possibilité de réaliser de nouvelles expertises sur son ancien lieu de résidence. Une autre ruse, révélée après son arrestation, fut l'achat d'anciennes radios de police. Pendant plusieurs années, Carter a méthodiquement écouté les communications des équipes de recherche, suivant chaque étape de l'enquête et contrôlant son déroulement de l'extérieur. Cela lui a permis de toujours garder une longueur d'avance et de brouiller habilement les pistes. Les soupçons selon lesquels les boutons de l'uniforme scolaire de Jessica avaient été intentionnellement placés par Carter dans le ravin près de la route de Tarndie ont également été confirmés. Cela avait été fait pour orienter l'enquête sur une fausse piste et détourner la police de sa véritable trace. Le 4 octobre 2025, à la Cour suprême d'Australie-Méridionale, le verdict a été prononcé. L'audience du tribunal a marqué la conclusion tendue d'une enquête de plusieurs années qui avait captivé l'attention du public de tout le pays. Le juge lisait les éléments du dossier, énumérait les preuves et, à un moment donné, a invité l'accusé à dire un dernier mot avant le prononcé de la peine. Carter s'est lentement levé de sa place, s'est tourné vers le tribunal et s'est tu. Dans un silence complet, il est resté debout pendant exactement 6 minutes, sans prononcer un seul mot. Le juge a demandé des explications à plusieurs reprises, mais Carter est resté immobile, regardant droit devant lui. Ce silence a produit une impression plus forte que n'importe quel mot possible. À l'issue du procès, le juge a rendu sa décision finale, réclusion à perpétuité, sans possibilité de libération conditionnelle. Le dossier a été clos, le procès officiellement terminé, et l'accusé lui-même a été immédiatement envoyé dans un établissement pénitentiaire de haute sécurité. Malgré la preuve complète et convaincante de sa culpabilité, une case du dossier est restée vide, celle du mobile du crime. Ni les nombreuses expertises psychologiques, ni les révélations personnelles de l'accusé n'ont pu éclaircir les raisons de cette tragédie. Ainsi, l'affaire Jessica Harper, même conclue par un verdict officiel, est restée incomplètement comprise par tous les participants et observateurs de l'enquête. Cette histoire entrera à jamais dans les chroniques criminelles de l'Australie, devenant un rappel frappant et terrible que même dans l'environnement le plus ordinaire peut se cacher un mystère insondable. Le 2 octobre 2010, la jeune Madison Spears est partie retrouver des amis pour manger une glace ensemble. Malheureusement, elle n'est jamais rentrée chez elle. Sa mère inquiète l'a immédiatement signalée disparue à la police. L'action immédiate de la police a mis en lumière des détails bouleversants de cette affaire mystérieuse. Le 12 septembre 2003, Madison Elizabeth Sparrow est née à Norfolk, Virginie, aux États-Unis d'Amérique. Ses parents étaient Heather Sparrow Murphy et Richard Prestige. Madison a grandi avec 2 sœurs, Molly et Wendelane, qui est née en février 1999 à Durango, Colorado, et était la fille de Richard d'une relation précédente. Dans la ville de Newark, dans le comté de Newcastle, Delaware, où la famille s'est installée, une histoire remarquable s'est produite. Le 5 octobre de l'année 2010, Madison a trouvé dans ce lieu paisible une amie proche, Molly. Depuis lors, les deux sont inséparables. En tant qu'aînée de 8 cousins et cousines,
Madison a toujours eu une affection particulière pour les jeunes parents. Sa relation chaleureuse avec eux était caractérisée par le jeu et le plaisir. Elle aimait organiser pour eux des spectacles de magie, rendant chaque jour inoubliable et amusant. Le rire de Madison infectait tous ceux qui l'entouraient de sa joie et de son amour de la vie. Souvent, elle réjouissait ceux qui l'entouraient avec son énergie. Mais parfois, elle devenait aussi pensive et se repliait sur elle-même. Son père disait que dès son jeune âge, elle était inhabituellement intelligente et préférait observer et réfléchir aux situations avant d'agir. Madison était aussi très affectueuse, et son étreinte chaleureuse pouvait égayer quiconque était près d'elle. Ses amis et sa famille ont toujours vu en elle quelqu'un de loyal et prêt à aider et soutenir ceux qu'elle appréciait. Dès son plus jeune âge, elle était curieuse et aimait apprendre de nouvelles choses, ce qui l'a amenée à rejoindre le mouvement mondial des scouts, où les jeunes peuvent acquérir une variété d'expériences et de connaissances. Au début de l'automne de l'année 2012, tous les groupes de scouts dans sa région étaient complètement établis. La mère de Madison a assumé le rôle de chef principal. À l'âge de 9 ans, Madison a rejoint le groupe junior des Brownies, destiné aux personnes âgées de 7 à 10 ans. Au cours de ces plusieurs années d'adhésion aux scouts, Madison est devenue l'une des vendeuses de biscuits les plus travailleuses et a reçu de nombreux badges de mérite pour un excellent travail et l'accomplissement du devoir. Après presque 10 ans chez les scouts, Madison y avait trouvé de véritables amis. Elle a pris l'initiative et est devenue assistante dans le groupe de sa jeune sœur Molly. Cette décision a été guidée par son désir de travailler avec la génération plus jeune et de contribuer à la communauté. Madison s'est toujours distinguée par sa gentillesse et son caractère attentionné. Ses actions étaient inspirées par son serment de servir Dieu et le pays, d'aider les gens dans toutes les situations de la vie et de vivre selon les règles du scoutisme. Comme la plupart des jeunes, Madison aimait s'amuser. Son esprit et sa préférence pour les plaisanteries ont fait d'elle une véritable figure comique parmi ses pairs. L'énergie et la créativité de Madison se manifestaient dans l'organisation de toutes sortes d'événements pour ses amis, des soirées cinéma aux fêtes de beauté où elle se faisait des manucures et des pédicures. Après des nuits de fête, Madison ne se levait souvent pas avant 2 heures du matin. Dans les dernières années d'école primaire, la rencontre avec Annikus Dalczynski a ouvert un nouveau chapitre dans cette histoire. Cette contemporaine, née le 9 juillet 2003 à Newark, est rapidement devenue non seulement une camarade de classe, mais une amie proche. Étudier ensemble pour les examens a renforcé cette amitié. Malheureusement, on ne sait pas grand-chose sur la vie d'Annika. Cependant, on sait que ses parents, Robert Dalczynski et Robin Kearns, vivaient sur Aronimac Drive à Newark en l'an 2004. Après qu'Aniko et Madison aient terminé le collège, elles sont passées au lycée, où leur vie s'est enrichie de nouvelles connaissances. Un de ses nouveaux amis était Noah Sharp, né le 23 août 2009 à Newark. Ce qui est particulier dans sa biographie, c'est qu'il avait 2 frères et sœurs, David et Brianna, tandis que les autres détails de sa vie familiale et de son origine sont à peine connus. Noah se démarquait parmi ses camarades de classe et est vite devenu une partie importante de leur vie scolaire. Les 3 faisaient souvent de belles excursions pour manger des glaces et apprécièrent de longues promenades dans les vastes parcs à la périphérie de leur ville. Lors d'une de ces excursions, Noah et Madison se sont rencontrés et sont tombés amoureux, et peu après a commencé leur première romance pleine d'excitation juvénile et de nervosité. Le début de leur relation était plein de sentiments et d'affection mutuelle. Cependant, après un peu plus d'1 an, au début de leurs 20 ans, Madison a soudainement décidé qu'il était temps de se séparer. C'était une décision pacifique, car tous 2 étaient d'accord pour maintenir leur amitié. Mais pour Noah, c'était un coup dur, car il ressentait toujours de forts sentiments pour elle. Avec le temps, Annika a pris une place spéciale dans la vie de Noah et est devenue son amie proche. Ils communiquaient quotidiennement, échangeaient des messages et se rencontraient de plus en plus souvent, bien que Noah vivait encore son propre drame personnel. Finalement, Noah a ouvert son cœur à une nouvelle relation et a commencé à sortir avec une autre Annika.
Contrairement à ses sentiments pour Annika, Noah n'a pas cessé de communiquer avec Madison. Il l'a même surprise avec une visite et un cadeau pour son 17e anniversaire, célébré le 12 septembre de l'année 2020. En ce jour spécial, Heather, la mère de Madison, a remarqué des signes de tristesse chez Noah, apparemment liés à leur séparation. Cependant, quand Annika a appris la visite de Noah à Madison, elle a été submergée par la jalousie. L'idée que Noah entretenait encore une relation cordiale avec son ex l'a blessée et a éveillé de forts sentiments négatifs en elle. Noah est saisi par la haine et la jalousie qui finissent par le conduire à nuire à Madison. Ces sentiments le poussent à planifier un crime grave. Noah et Annika ont oublié leur sens de la mesure et leur humanité et se sont préparés à des actions qui pourraient changer leur vie à jamais. Les deux se sont rencontrés en personne et ont communiqué via FaceTime pour élaborer un plan qui nuirait à Madison. Ils ont discuté de la façon dont différents moyens pourraient être utilisés et comment éliminer les preuves après l'acte. Leurs messages pleins d'intentions hostiles ont montré qu'ils étaient prêts à tout pour faire souffrir Madison. Ce fut le résultat du profond ressentiment et de la colère de Noah, qui ne pouvait pas accepter que Madison ne partage pas ses expériences après la séparation. Alors qu'ils discutaient de diverses méthodes, Annika et Noah sont arrivés à la conclusion que l'utilisation d'armes à feu n'était pas acceptable en raison du bruit associé. Ils ont donc eu l'idée d'utiliser des moyens plus silencieux, mais efficaces. Après mûre réflexion, ils ont décidé d'utiliser un objet contondant. Ces décisions ont été détaillées dans des documents officiels qui montrent comment l'idée d'utiliser des armes à feu a été rapidement abandonnée au profit d'autres méthodes. Tout le processus de délibération et de sélection des moyens a été marqué par des calculs et des discussions soigneux, ce qui prouve leur engagement envers un plan détaillé. Dans le cadre de ce plan, ils ont également effectué des calculs pour déterminer combien de briques seraient nécessaires pour s'assurer qu'aucune trace ne remonterait à la surface de l'eau, au cas où ils décideraient d'agir de cette manière. Cependant, Noah n'était pas tout à fait sûr de la méthode choisie, mais malgré ses doutes, ils ont pris une décision unanime. À cette époque, Madison, connue pour sa passion pour Halloween et la crème glacée, attendait avec impatience l'arrivée d'octobre pour célébrer sa fête préférée. Annika l'a appelé vendredi et lui a proposé de passer la journée ensemble autour d'une glace. C'était l'excuse parfaite pour Madison de sortir de la maison car elle n'avait pas vu son amie depuis longtemps et voulait acheter un cadeau pour Molly, qui allait fêter son anniversaire dans 3 jours. Elle a choisi une tenue qui correspondait à son humeur joyeuse, des collants noirs et un short en jean, avec des chaussures grises et un sweatshirt bleu portant l'inscription New Jersey. Elle n'a pas non plus oublié les accessoires, des boucles d'oreilles blanches en forme de fantôme qui soulignaient son amour pour Halloween. Au même moment, une idée a germé dans son cercle d'amis. Ils ont envisagé différentes façons de passer la journée. L'une d'elles était que Noah, qui sait comment creuser des trous et où se procurer des pelles, devait cacher quelque chose d'important et d'intéressant pour eux. Après une longue discussion, ils ont convenu que le plan qu'ils avaient élaboré était parfait. Madison, ne se doutant pas des intentions de ses amis, était impatiente de rencontrer Nico et de célébrer Halloween, qui pour elle n'était pas seulement une fête, mais une véritable magie pleine de joie et d'amusement. Cet après-midi-là, après le déjeuner à 14h44, Heather et Madison se sont dit au revoir. Madison a dit en partant qu'elle reviendrait plus tard. Cependant, ce fut le dernier moment où sa mère la verrait vivante. Quelques heures plus tard, Heather a reçu des SMS blessants du téléphone de Madison, indiquant que Madison quitterait le pays. Heather a pensé que c'était une blague et lui a même envoyé un SMS lui souhaitant bonne chance pour son voyage, sans oublier d'ajouter que Madison avait oublié son passeport dans le coffre-fort. Elle n'a reçu aucune réponse. Heather a essayé de joindre Madison par téléphone, mais elle n'a pas répondu. Heather a attendu inquiète à la maison cet après-midi-là. Elle avait déjà eu l'occasion de parler avec Annika, qui lui avait raconté en larmes que Madison l'avait déposée devant le magasin après l'avoir insultée. Les tentatives de Heather de contacter Madison et son ami Noah sont restées sans succès. L'inquiétude de Heather a grandi lorsqu'elle a reçu d'étranges messages des amis de Madison
qui étaient également confus. Heather, qui avait passé toute la journée à s'inquiéter en suivant d'abord sa routine quotidienne et en emmenant Molly chez les scouts et aux cours de natation, réfléchissait maintenant au comportement étrange de Madison. Déprimée et inquiète, elle a décidé de vérifier la chambre de Madison. Tout était à sa place dans la chambre, son argent d'anniversaire, ses vêtements et sa carte de crédit. Cela inquiétait encore plus Heather, car rien n'indiquait que Madison avait prévu de quitter la maison. La situation restait confuse et Heather se demandait quoi faire ensuite. En cette mémorable soirée du 2 octobre 2020, Madison, 17 ans, n'était pas rentrée à la maison, ce qui inquiétait sa mère, Heather. L'absence de raison pour sa disparition, elle avait laissé ses affaires et son argent à la maison, rendait la situation encore plus confuse. Craignant pour Madison, Heather s'est tournée vers la police et l'a signalée comme disparue vers 20h30. Entre-temps, l'ex-mari de Heather, le père de Madison, en apprenant l'incident, a immédiatement commencé à diffuser la nouvelle de sa fille disparue sur les réseaux sociaux, bien qu'il vivait au Colorado. Le lendemain, samedi 3 octobre, la police de l'État du Delaware a déclaré la recherche officielle de la jeune personne dans le cadre de la procédure d'alerte dorée. Cela signifiait que toutes les ressources nécessaires étaient activées pour retrouver la personne disparue. En même temps, les parents de Heather sont arrivés de l'extérieur de la ville pour soutenir leur fille dans cette période difficile. Pendant ce temps, Heather continuait à communiquer avec différentes personnes dans l'espoir d'obtenir des informations sur la localisation de Madison, mais toutes les tentatives sont restées infructueuses. Les messages qu'elle recevait étaient étranges et n'apportaient aucune clarté à la situation. Durant ces jours, chaque heure d'attente lui semblait une éternité, et l'espoir d'un retour rapide de Madison diminuait à chaque instant. Non loin de l'université, dans les champs environnants, une vaste recherche de Madison a eu lieu pendant 2 jours, à laquelle ont participé non seulement la police et les équipes de recherche, mais aussi des parents et des amis. Les médias de la ville ont contribué en rapportant la disparition de Madison et en demandant des informations. L'enquête, menée par des détectives du Delaware, s'est bientôt concentrée sur l'interrogation de ses connaissances, parmi lesquelles l'ex-petite amie de Madison a attiré une attention particulière. Il s'est avéré que son ex-petite ami Noah avait été vu le jour de sa disparition dans les bois derrière une école primaire à Newark. Les enquêteurs ont arrêté Noah et lui ont fait subir un long interrogatoire qui a duré plus de 8 heures, du 4 au 5 octobre. Après plusieurs déclarations contradictoires et protestations d'innocence, Noah a finalement fait une confession choquante. Il a affirmé avoir donné une fin tragique à Madison et a accusé son amie Annika de complicité. Annika était jalouse de Madison et Noah et les avait emmenés dans les bois derrière l'école. Là, il s'était caché dans les buissons avec une batte de baseball, attendant les 2 filles. Noah a décrit comment Madison, heureuse d'être avec son amie, ne se doutait pas du danger imminent. Il l'a attaqué par surprise et a commis une grave agression, admettant avoir mis toute sa force dans le coup décisif. Après une longue phase de colère et de frustration face à la trahison, le jeune homme a perdu le contrôle de lui-même et a commis plus de violence. L'enquête a révélé qu'après l'attaque, Madison a été emmenée à un endroit situé sous un pont, près de l'intersection de l'autoroute I-95 et de la route d'État du Delaware. Ce lieu était à seulement 1/4 d'heure du lieu du crime et pas loin de l'entrepôt. La tentative d'éliminer les traces dans la rivière a échoué, après quoi les auteurs ont décidé de les cacher au même endroit. Au cours de l'enquête, grâce aux informations fournies par le jeune homme, les enquêteurs ont trouvé sur la scène du crime une batte de baseball en aluminium avec des traces et les vêtements de Madison, partiellement brûlés. Le suspect a indiqué aux enquêteurs un endroit dans une zone forestière où lui et son complice avaient caché les preuves. Le lundi 5 octobre 2020, la terrible nouvelle a choqué le public. Le caporal Arthur Piper a annoncé la découverte de Madison. Cette nouvelle a non seulement choqué la famille, mais aussi ses amis et toute la ville. La semaine suivante, le vendredi 9 octobre, la communauté locale s'est réunie sur le terrain de football du lycée pour honorer Madison. L'enquête a fourni des preuves irréfutables de l'implication de Noah et Annika dans la tragédie de Madison. Les experts ont trouvé des traces d'ADN de 2 personnes sur des objets trouvés sur la scène du crime et à proximité.
l'enquête a révélé que Madison a connu une fin tragique due à un coup à la tête avec un objet contondant. Au cours de l'enquête, Noah a été arrêté et accusé de violences graves, de possession illégale d'armes lors de la commission d'un crime et de conspiration. Sa caution a été fixée à $1 million et il a été incarcéré. Un mois après cet incident, en novembre 2020, Anika a également été suspectée et arrêtée. Cela s'est produit après qu'un grand jury du tribunal du comté de Newcastle l'ait inculpé de chefs d'accusation similaires, tels que violences graves, possession illégale d'armes et conspiration. L'arrestation d'Anika a été précédée d'une analyse approfondie des preuves recueillies pour démontrer son lien avec le crime. Alors que la famille était profondément triste et désespérée par la perte de Madison, Heather a exprimé son incompréhension et son amertume face au fait que Madison ait été arrachée à la vie sans raison apparente. Elle a exigé de la justice l'assurance que les auteurs ne pourraient nuire ni à autrui, ni à eux-mêmes. Au centre du procès se trouvait Noah, qui avait avoué l'acte aux enquêteurs, mais refusait de plaider coupable devant le tribunal. Cela a conduit à des spéculations selon lesquelles sa défense pourrait argumenter devant le tribunal que Noah n'était pas sain d'esprit au moment du crime. Lors d'une audience judiciaire, l'avocate de la défense de Noah a déclaré qu'au moment du crime, il souffrait peut-être de schizophrénie et était sous traitement psychiatrique. Elle a également affirmé que Noah avait subi une blessure à la tête 3 semaines avant l'incident dans le comté de Chester, en Pennsylvanie, ce qui avait entraîné des problèmes de mémoire et d'autres complications. Cependant, la cause exacte et la gravité de la blessure à la tête restaient inconnues. En mai 2021, un événement s'est produit qui a choqué le public. Anika a avoué un crime grave et une conspiration de la même catégorie. Sa défense a conclu un accord avec le procureur dans lequel elle s'engageait à témoigner contre Noah, accusé d'avoir planifié le crime contre Madison. Les documents soumis au tribunal ont révélé que plusieurs personnes, y compris l'entourage de Madison, avaient précédemment signalé que Noah avait une prétendue seconde identité. Cependant, le procureur a soutenu que l'histoire de l'alter ego avait été diffusée par Noah lui-même. La justice a dû attendre 2 longues années. Enfin, le 20 octobre 2022, le procès a commencé dans le comté de Newcastle. La plupart des témoins ont été appelés par les procureurs adjoints Matt Froley et John Towns. Dans la salle d'audience du comté de Newcastle, les enregistrements des interrogatoires du jeune Noah par les officiers de police ont été diffusés pendant des heures. Les personnes présentes ont vu comment l'histoire du jeune homme a changé au fil du temps, jusqu'à ce qu'il fasse finalement une confession. Les avocats de la défense ont vigoureusement contesté ces preuves. Ils ont fait valoir que l'interrogatoire avait duré trop longtemps et que leur client était dépassé. L'avocate de la défense Monica Jérôme a affirmé que les policiers avaient manipulé Noah pendant l'interrogatoire, lui disant exactement quoi dire et faisant pression sur lui. Le procureur a présenté des messages textes entre Noah et Anika comme preuve, dans lesquels le plan du crime était discuté. Cependant, la défense a tenté de convaincre le public que les messages textes n'avaient pas été envoyés par Noah, mais par quelqu'un qui contrôlait son appareil et qu'il n'était pas celui qui communiquait avec Anika. Pendant le procès, les témoignages de la mère et du frère de Noah se sont révélés contradictoires. David a insisté sur le fait que son frère était rentré à la maison le soir du 2 octobre avec des vêtements mouillés, comme s'il avait été dans un marécage, tandis que leur mère Nikia a assuré que Noah était sec. Selon Nikia, lorsque Noah est entré dans la maison, Anika l'a bientôt suivi, semblant être calme. Cependant, David a témoigné qu'Anika était entrée en colère et avait claqué la porte bruyamment. Pendant l'interrogatoire, le procureur Matt Fraley a souligné des contradictions dans le témoignage de Nikia. Il lui a demandé si elle avait parlé avec Noah des preuves contre lui, ce qu'elle a nié. Cependant, plus tard, un enregistrement de leur conversation téléphonique, qui avait été enregistré un mois avant le procès, a été diffusé. Ils y discutaient d'une vidéo de surveillance de l'école primaire montrant Noah avec Anika devant l'école 1 heure avant l'incident. Noah a dit à sa mère que son visage n'était pas reconnaissable sur la vidéo, ce à quoi elle a réagi avec soulagement. Cependant, la vidéo montrait un jeune homme afro-américain, similaire à Noah en taille et en stature, qui se dirigeait vers la forêt avec Anika tout en tenant une batte de baseball à la main. Pendant le procès,
Les avocats de l'accusé ont évoqué une possible blessure à la tête que Noah aurait subie le 13 septembre 2020. Ils ont également mentionné un autre incident qui n'avait pas été confirmé officiellement, une chute de vélo peu avant son interrogatoire au commissariat le 4 octobre. La défense a suggéré que ces incidents auraient pu provoquer une amnésie partielle chez Noah, ce qui expliquerait les contradictions dans ses déclarations à la police. Le procureur a alors émis l'hypothèse que la blessure en question aurait pu être une partie planifiée du complot pour commettre le crime contre Madison, ce à quoi les avocats de Noah n'ont pas réagi avec beaucoup de confiance. Pendant le procès, qui a duré 8 jours, Annika, témoin à charge, a confirmé les accusations contre Noah lors de son témoignage d'environ 3 heures. Elle a décrit comment Noah lui avait fait croire que Madison répandait des commérages derrière son dos. Cependant, la famille et les amis de Madison ont souligné qu'elle avait toujours traité ses connaissances avec respect. Après que le procureur eut présenté plus de 250 preuves, le jury est parvenu à rendre un verdict en seulement 3 heures, qui a ensuite été présenté au juge Ferris Worthan. Le dernier jeudi d'octobre de l'année 2022, juste avant d'annoncer la sentence, le juge a demandé à la foule de rester calme. Sur le banc des accusés se trouvait Noah Sharp, 22 ans, qui a été reconnu coupable de tous les chefs d'accusation et condamné à la prison à perpétuité sans possibilité de libération conditionnelle. Pendant que le jury rendait son verdict, Noah et sa mère sont restés impassibles. En même temps, la famille Sosparo n'a pas pu retenir ses larmes de soulagement. Lorsque Noah quittait la salle d'audience, il s'est tourné vers sa mère et lui a souri. Pour Annika, également accusée, le procureur a demandé une peine d'emprisonnement à perpétuité avec possibilité de libération après 30 ans, car au moment du crime, elle était mineure selon la loi du Delaware. Dans des circonstances mystérieuses, tard dans la nuit, la fille d'une famille américaine a disparu sans laisser de traces. Les forces de l'ordre ont immédiatement entamé des recherches qui les ont bientôt menées à une série de découvertes surprenantes et imprévisibles. Après avoir résolu l'énigme de la disparition, les enquêteurs ont été confrontés à un nouveau lot de questions troublantes qui ont approfondi davantage le mystère. Rowan Ford, né le 11 avril 1998 à San Diego, en Californie, a déménagé à Missouri, dans la charmante petite ville de Stella, peu après le divorce de ses parents avec sa mère. Dans son nouveau foyer, la mère a rencontré David, ce qui a conduit à un nouveau mariage et à l'élargissement de la famille avec des frères et sœurs du premier mariage et une fille née en commun. Ainsi, Rowan a obtenu 4 frères et sœurs avec lesquels elle entretenait une relation cordiale et amicale. Rowan a passé la majeure partie de sa jeunesse à l'extérieur, explorant les environs de la ville à vélo, profitant de la natation et se consacrant au dessin. Elle s'engageait également activement dans l'école du dimanche de l'église locale, où elle aidait les autres et était toujours la première à arriver. À 9 ans, en novembre 2007, Rowan montrait déjà un haut degré d'indépendance, conditionné par les horaires de travail de sa mère, qui travaillait la nuit dans un magasin local, et l'occupation de son beau-père, qui travaillait à la ferme pendant la journée. Ce jour-là, le 2 novembre, elle était seule à la maison. Sa mère était partie pour son quart de travail et son beau-père était encore au travail à la ferme. Le matin, lorsque Colleen est rentrée du quart de nuit vers 9 heures, elle a remarqué l'absence de Rowan dans la chambre. Quand elle a demandé à son mari où était Rowan, il a expliqué que Rowan avait décidé de passer la nuit chez une amie et qu'il lui avait donné sa permission. En raison de la petite taille de leur ville, il n'a pas jugé nécessaire de demander chez qui exactement. Inquiète, Colleen a décidé de vérifier auprès des amis de Rowan. Après avoir parcouru quelques rues de la petite ville, elle s'est rendue compte que son inquiétude était justifiée. Aucune des amies n'avait vu Rowan cette nuit-là. Après des recherches infructueuses dans toute la localité, Colleen a insisté pour informer la police. La réaction du shérif a été immédiate. Il a commencé par une visite à la famille pour interroger David, qui avait vu Rowan pour la dernière fois. L'homme a rapporté qu'après le travail à la ferme, il était rentré chez lui avec son collègue Christopher et une connaissance, Layton, où ils ont joué au billard et bu quelques verres. Après avoir acheté tout le nécessaire pour leur réunion dans le magasin local, les 3 se sont dirigés vers la maison de l'un d'entre eux
où ils ont passé quelques heures dans une atmosphère agréable. Quand il a fait nuit, Christophe a exprimé le désir de retourner chez lui dans la ville voisine, où il vivait dans une caravane, et a invité Ethan et David à poursuivre la soirée avec lui. David, s'étant assuré que sa belle-fille Rowan dormait profondément, a accepté et est parti avec eux. En chemin, ils se sont arrêtés pour acheter de l'alcool supplémentaire et ont passé le reste de la soirée dans la caravane de Christophe. 1 heure plus tard, David a demandé à Ethan de le ramener. Pour éviter une rencontre avec la police en raison de son état après avoir consommé de l'alcool, Ethan a choisi des rues moins fréquentées. À la maison, David s'est endormi presque immédiatement, mais a été bientôt réveillé par Rowan, qui demandait la permission de passer la nuit chez une amie. Sans trop réfléchir, il a accepté et s'est rendormi. La police a accueilli cette histoire avec scepticisme, en particulier la décision de laisser partir Rowan la nuit sans poser plus de questions sur sa destination. Le shérif soupçonnait que David pourrait être impliqué d'une manière ou d'une autre dans la disparition de Rowan, bien qu'il n'y ait pas de preuves solides pour cela. Toute la journée et jusque tard dans la nuit, la police ainsi que les habitants de la ville et des colonies environnantes ont organisé une recherche de Rowan disparu. Dans la petite ville de Stella, qui ne compte qu'environ 150 âmes, la nouvelle de sa disparition s'est répandue comme une traînée de poudre, étant donné le lien étroit de la famille avec la communauté. Normalement, les jeunes jouaient insouciants dans les rues, mais l'inexplicable disparition a rempli les cœurs des habitants d'inquiétude et de peur. Les premières 24 heures de recherche se sont terminées sans aucun indice ou trace de Rowan. Le lendemain, le 4 novembre, les enquêteurs se sont rendus dans une ville voisine pour rencontrer Christophe, qui a confirmé l'alibi de David, mais a rapporté qu'il n'avait plus eu de contact avec son ami depuis la disparition de Rowan. Cela a conduit à l'élargissement de la recherche et à l'inclusion d'encore plus de volontaires. Cependant, aucune trace de Rowan n'a été trouvée. Le matin suivant a été marqué par la participation d'agents du FBI qui travaillaient activement sur diverses hypothèses concernant l'incident. Des doutes ont été exprimés concernant les déclarations du beau-père de Rowan, car sa version des événements semblait invraisemblable. Toutes les amies de Rowan ont été interrogées, ce qui a confirmé que Rowan n'était pas avec elle. Les interrogatoires répétés de David ont conduit à des changements dans ses déclarations, ce qui a intensifié les soupçons contre lui et les efforts pour élucider l'affaire. La même nuit où Rowan a disparu, cette personne a donné des informations contradictoires sur son absence. Il a également mentionné que Rowan avait peut-être décidé d'aller seul chez une amie, sans lui demander la permission, et avait quitté l'appartement à son insu. Au cours de l'enquête, il a été découvert qu'il avait emprunté la voiture de sa mère ce soir-là, ce qui n'avait pas été précédemment communiqué à l'enquête. Suite à cela, les enquêteurs ont décidé de confisquer à la fois son pick-up personnel et la voiture de la mère pour une inspection détaillée, mais aucune trace de crime n'a été trouvée. Parallèlement, les enquêteurs ont décidé de mener de nouvelles conversations avec Christophe et Newton, car tous deux avaient passé la soirée de la disparition avec le suspect. Christophe a été invité au poste de police, où il a répété sa version des événements déjà exprimés précédemment. Il a également accepté un interrogatoire utilisant un détecteur de mensonges, dont les résultats n'ont montré aucun signe de tromperie, et peu après, il a été libéré. Quelques heures seulement après avoir quitté la police et être retourné au travail, Christophe a vu passer la voiture du shérif Clark et lui a fait signe de s'arrêter. Le shérif Clark, chef du département de police de Whitman, connaissait Christophe depuis 17 ans et entretenait une relation amicale avec ses parents adoptifs, ce qui lui avait valu son respect. Après le décès de la mère de Christophe, il cherchait souvent le soutien de Clark. Lors de leur rencontre, ils ont discuté de la disparition de Rowan, bien que Clark ne soit pas directement impliqué dans l'enquête. Néanmoins, Clark a senti que le comportement de Christophe semblait étrange et a soupçonné qu'il pourrait cacher quelque chose. Au moment où chaque minute était décisive pour le sort de Rowan disparu, Clark décida de ne pas cacher ses soupçons et chercha l'aide du FBI. Il organisa une rencontre avec les agents et partagea ses soupçons que Christopher pourrait cacher des détails importants sur les événements de cette nuit-là, peut-être même à la demande de Christopher lui-même. Ces informations pourraient indiquer sa participation à la disparition de Rowan. Le shérif affirma avoir établi une relation de confiance avec Christopher et était prêt à essayer de le convaincre de partager la vérité par crainte des conséquences d'une implication.
Le soir du même jour, Christopher se rendit chez la mère de Rowan pour s'informer sur l'avancement de l'enquête. En son absence, des agents du FBI arrivèrent, ayant décidé de parler à nouveau avec la mère de Rowan. Lorsque Christopher les rencontra, il confirma sa version précédente des événements de cette nuit-là, mais exprima pour la première fois des soupçons envers David et offrit son aide pour découvrir la vérité. Il était même prêt à prendre un risque en suggérant de servir d'appât avec un dispositif d'écoute pour obtenir une confession de David. Cependant, les agents décidèrent de reporter ce plan pour le moment et demandèrent à Christopher où David aurait pu cacher des preuves liées à l'affaire. Le matin après que la police ait reçu des informations d'un homme, elle commença une enquête approfondie des lieux indiqués et élargit le rayon de recherche dans le district de Stella. Au même moment, David fut à nouveau invité à un interrogatoire au FBI où il continua à nier toute culpabilité. Les tentatives d'enquête dans sa maison restèrent infructueuses, laissant les enquêteurs sans preuve. Pendant ce temps, Christopher rendit visite au shérif Clark pour faire un rapport sur ses interactions avec les agents. Pendant leur conversation, Clark eut le sentiment que Christopher cachait quelque chose d'important. Après la réunion, le shérif contacta immédiatement les enquêteurs et exprima le soupçon que Christopher pourrait avoir des informations qui incrimineraient David. Supposant que Christopher voulait partager des informations importantes mais hésitait, les agents du FBI insistèrent pour que Clark essaie de le convaincre. Étant donné les contacts répétés de Christopher avec le shérif concernant l'affaire, il était probable qu'il voulait réellement révéler quelques détails clés. Le 7 novembre, Christopher fut à nouveau invité au poste de police pour obtenir son consentement pour fouiller le coffre-fort dans la maison de David, où Christopher vivait temporairement après avoir perdu sa propre maison et où ses effets personnels étaient toujours conservés. Christopher accepta sans objection la fouille de sa caravane et de sa voiture, donna un échantillon d'ADN et répondit à nouveau aux questions des enquêteurs. Lorsque les enquêteurs décidèrent d'examiner plus en détail les événements de cette nuit-là et demandèrent à Christopher de confirmer la version présentée par David, la situation prit une tournure inattendue. Christopher révéla que le récit de son ami n'était pas exact, ce qui poussa les enquêteurs à éclaircir les véritables circonstances avec encore plus de détermination. La pression des forces de l'ordre ne fit qu'éloigner davantage Christopher, le poussant à se défendre et à refuser toute communication supplémentaire sous la menace d'une accusation concernant la disparition de Rowan. La réunion fut interrompue et Christopher quitta le poste de police. Il se précipita le soir même chez le shérif Clark, se plaignant du traitement injuste des enquêteurs et envisageant la possibilité de chercher une assistance juridique. Le shérif, reconnaissant son droit à un avocat, lui conseilla néanmoins de comprendre les motifs de l'enquête et de continuer à soutenir la recherche de Rowan. Christopher déclara qu'il n'était plus disposé à coopérer avec les enquêteurs et préférait communiquer exclusivement avec Clark. Au cours de leur conversation, sous la pression persistante du shérif, Christopher ne put retenir ses larmes, confessa son affection pour Rowan et nia toute pensée de vouloir lui faire du mal. Il se rappela comment il s'était rapproché de la jeune personne, devenant presque une partie de sa famille et recevant le surnom affectueux de « Oncle Christopher ». Le shérif, percevant son état émotionnel, tenta de convaincre l'homme de révéler tout ce qu'il savait sur les événements. Au moment où Christopher donnait son explication, des visiteurs entrèrent dans le poste de police et détournèrent de l'attention du shérif Clark de la conversation. Clark s'occupa des visiteurs et, entre-temps, Christopher quitta le bâtiment sans être remarqué, sans révéler les informations qu'il avait l'intention de divulguer. Le shérif, reconnaissant la gravité de la situation, contacta immédiatement le FBI pour signaler ce qui s'était passé. Il avertit que Christopher était sur le point de tout révéler, mais que toute pression pourrait l'amener à se retirer de toute coopération supplémentaire et à faire appel à un avocat à la place. C'est pourquoi Clark suggéra de lui donner du temps pour réfléchir, ce avec quoi les agents étaient d'accord. La recherche se poursuivit sans interruption le jour suivant, mais Rowan ne fut pas retrouvé. Tout changea le 9 novembre. Une semaine après la disparition, lorsque les équipes de recherche atteignirent une zone isolée près de Powell, à 16 km de Stella. Là, au milieu des forêts et des champs, ils découvrirent une dépression naturelle profonde. Sous une couche de feuilles et de débris, ils trouvèrent ce qu'ils avaient cherché tous ces jours, Rowan. Les circonstances de ce qui s'est passé sont telles
qu'elles ne peuvent pas être décrites en détail sur YouTube, mais j'espère que vous pouvez imaginer ce qui s'est passé là-bas. Après la découverte, les agents du FBI contactèrent à nouveau le shérif Clark pour insister sur la nécessité d'interroger Christopher. Il s'avéra que Christopher était venu au poste le matin même, alors que Clark n'était pas présent, et avait laissé un message par l'intermédiaire d'autres employés soulignant l'urgence d'une réunion. Le shérif commença immédiatement à rechercher Christopher, parcourant tous les lieux possibles où il pourrait se trouver. Mais l'homme semblait avoir disparu. L'histoire suivit son cours lorsque Christopher décida de contacter Clark lui-même. L'inquiétude dans sa voix était palpable. Il parlait de la possibilité que quelqu'un puisse le suivre. En décrivant ses dernières promenades dans la ville qui étaient des tentatives pour libérer son esprit des pensées, Christopher mentionna une voiture argentée qui semblait le suivre constamment. Le shérif Clark l'assura qu'il ne savait rien d'une telle surveillance et proposa une rencontre pour discuter de la question. Lors de la rencontre, Christopher semblait extrêmement tendu et exprima la crainte d'être associé d'une manière ou d'une autre à la disparition de Rowan et que quelqu'un veuille se venger de lui pour cela. Clark suggéra d'aller au poste pour discuter de l'affaire plus en détail, soulignant que la situation s'était intensifiée et que Christopher devrait partager tout ce qu'il savait. Devant le poste, Christopher fut à nouveau submergé par les émotions et insista sur le fait qu'il ne voulait pas parler dans un environnement aussi peuplé. Il suggéra d'aller dans un endroit plus isolé et mentionna un pont peu connu près de la ville. Après s'être mis d'accord, ils s'y rendirent. Arrivé à destination, Christopher tendit de façon inattendue ses mains vers Clark et lui proposa de lui mettre des menottes. Le shérif était confus et répondit que ce n'était pas nécessaire. Christopher fit alors remarquer mystérieusement « Après mes mots, tu le verras différemment ». Et il commença à raconter, répétant d'abord ce que la police savait déjà. Ce soir-là, Christopher se détendait avec Ben et David dans la caravane. Ils continuaient à faire la fête et à boire. Quand il fut temps de rentrer chez eux, David lui demanda de le ramener. Ils décidèrent d'emprunter les chemins de campagne pour éviter de croiser la police et se mirent en route. L'histoire que Christopher raconta plus tard au shérif le choqua et le laissa perplexe. Christopher avoua que cette nuit-là, il avait ressenti le désir effrayant de faire quelque chose d'impardonnable à Rowan. Je ne peux pas en parler sur YouTube, mais vous devez comprendre par vous-même ce qu'il voulait exactement faire. Christopher, sachant que ses amis seraient absents pendant un moment, choisit un itinéraire plus court par la route principale et arriva d'abord chez David. Silencieusement, il se faufila dans la chambre de Rowan, la prit délicatement pour ne pas la réveiller et l'emmena dans sa caravane. Pendant ses actions, il n'alluma pas la lumière et essaya de rester inaperçu. Après avoir commis une grave agression, Christopher prévoyait de ramener Rowan chez elle et de disparaître. Mais les plans changèrent lorsqu'elle vit son visage sous la vive lumière de la lune. Paniqué à l'idée d'être reconnu, Christopher décida qu'il devait effacer les traces du crime de manière à ce que personne, y compris Rowan, ne découvre la vérité. Finalement, il prit une décision irréversible qui mena à une fin tragique, dont je ne peux pas non plus parler ici. Veuillez comprendre, mais j'essaie d'expliquer tout de la manière la plus compréhensible possible. Assis dans la voiture après tout ce qui s'était passé, Christopher réfléchissait aux moyens de se débarrasser de toutes les preuves et indices. Sa première pensée fut de détruire toutes les preuves en les jetant du pont où il avait rencontré le shérif Clark pour la dernière fois. Christopher réalisa que son plan initial serait vite découvert. Il conduisit à travers le comté, réfléchissant aux alternatives, et élabora bientôt un nouveau plan. Près de la ville voisine, il y avait un grand puits. Il s'y rendit pour se débarrasser des preuves, mais ne parvint pas à couvrir le puits avec des branches. Elles tombaient simplement à cause de leur énorme taille. En rentrant chez lui, Christopher remarqua des traces sur ses affaires. Il devait également se débarrasser d'autres objets compromettants et de la corde utilisée lors du crime. Il rassembla tout dans un grand baril métallique pour le brûler, mais réalisa qu'un feu à ciel ouvert pourrait attirer une attention indésirable. Finalement, il traîna le baril dans la grange et y mit le feu. Le shérif Clark était déconcerté par ces événements. Tout ce temps, il avait considéré David comme le coupable et Christopher seulement comme un témoin qui dissimulait des informations. Découvrir que quelqu'un qu'il connaissait depuis près de 20 ans pouvait faire une telle chose fut un choc pour le shérif.
Christopher, qui a 3 enfants d'un divorce, avait toujours semblé être un citoyen respectueux des lois, mais la véritable image des actions de Christopher détruisit cette impression. Après avoir raconté son histoire, Christopher accepta volontairement de se rendre au poste de police et le shérif ne jugea même pas nécessaire de le menotter. Cependant, après avoir répété sa confession devant les agents du FBI, il fut arrêté. Alors que Christopher exprimait sa volonté de permettre une perquisition de sa maison mobile et de sa voiture, il termina sa déclaration en regrettant ce qui s'était passé et en mentionnant qu'il avait passé les jours suivants à pleurer. Les enquêteurs, réfléchissant à sa confession, décidèrent alors de rencontrer David et de l'informer de la confession de Christopher. Ils étaient troublés par le comportement étrange de l'homme et les contradictions dans ses déclarations, ce qui suggérait qu'il pourrait dissimuler les actions de son ami. Mais le prochain rebondissement fut encore plus surprenant. Après l'interrogatoire, David changea soudainement sa version des faits. Il affirma que lorsqu'il était rentré chez lui cette nuit-là, il avait constaté la disparition de Rowan de sa chambre et avait immédiatement soupçonné que Christopher aurait pu l'emmener. Avec la voiture de sa mère, il se rendit chez Christopher et fut témoin des événements. Au lieu d'essayer de sauver le membre de la famille Ra, David décida de rejoindre Christopher puis de l'aider à cacher les traces du crime. Il conclut que sa conscience s'était en quelque sorte éteinte à ce moment-là et qu'il ne pouvait se souvenir de rien de ce qui s'était passé les jours suivants. Les enquêteurs, déconcertés par ce développement, se tournèrent à nouveau vers Christopher pour lui demander des explications sur les déclarations de David. Cependant, Christopher insista sur le fait que David n'était pas impliqué dans les événements et que tout s'était passé exactement comme il l'avait décrit initialement. Cela déconcerta encore plus les enquêteurs, mais l'histoire de Christopher correspondait parfaitement aux preuves trouvées. Les déclarations de Christopher furent confirmées par les résultats de l'enquête, ce qui contribua à clarifier l'investigation. En examinant le terrain près de la caravane, les enquêteurs découvrirent un baril rempli de cendres et remarquèrent des cheveux humains dans la voiture. Bien qu'ils n'étaient pas totalement sûrs de quelle version des événements était la bonne, les accusés firent des aveux qui permirent d'arrêter David et de transférer l'affaire aux tribunaux. Pendant le procès, Christopher tenta de contester l'utilisation de ces déclarations, affirmant qu'il n'avait pas compris leur possible utilisation contre lui et que ses droits avaient été violés. Cependant, le juge rejeta ces arguments et souligna que les déclarations avaient été faites volontairement. Christopher chercha également l'indulgence en soulignant son enfance difficile, les changements constants entre ses parents biologiques et ses parents adoptifs, ce qui avait laissé une impression durable sur sa personnalité. Un expert invité affirma que Christopher présentait des signes de retard mental. Cependant, cela ne l'empêcha pas d'être condamné à la peine maximale en 2012, 5 ans après le crime. Les tentatives de faire appel de la sentence ne furent pas fructueuses. La situation avec David était plus compliquée. Il avoua sa participation au crime, mais sa version des événements différait des déclarations de Christopher, ce qui représentait un risque pour l'accusation. Un procès potentiel contre David pourrait conduire à l'annulation de la condamnation de Christopher et potentiellement libérer les deux, car il n'y avait pas de preuves directes comme l'ADN. L'accusation ne pouvait pas prendre ce risque. Des preuves que David avait participé au crime avec Christopher ne furent jamais trouvées. L'accusation avait envisagé la possibilité de sa participation, mais les preuves n'étaient pas convaincantes. Pour éviter l'annulation de la condamnation contre Christopher, les procureurs ont conclu un compromis avec David. Après avoir plaidé coupable pour 2 chefs d'accusation, il fut condamné à 11 ans de prison, dont il ne purgea que 5. La sentence provoqua beaucoup de mécontentement, car beaucoup estimaient que David aurait dû recevoir une peine plus sévère pour ses actes. Il est maintenant extrêmement improbable qu'il soit à nouveau tenu responsable pour cette affaire. Pendant ce temps, Christopher continue de purger sa peine en prison.